avoir tout au moins une corrélation entre ces pièces d'identité, encore que les informations sont les mêmes. C'est votre nom qui est là, c'est votre photo qui est là, c'est votre quartier. Parfois, la carte d'électeur va au-delà même de la pièce d'identité parce qu'il y a des informations qui ne sont pas sur la carte d'identité qui se retrouvent sur la carte d'électeur. Quoi de plus fiable lorsqu'on se retrouve même dans un contrôle en train de vouloir connaître cet individu vient d'où, il sort d'où et il va où. Parce que nous avons vu que le bémol a été vu lorsque Elections Cameroun lorsque les cartes nationales d'identité à une époque ont été établies gratuitement et qu'il y a eu beaucoup d'étrangers qui se sont attribués la carte nationale, c'est-à-dire quelqu'un au Grand Nord, lui c'est il est tchadien, il est centrafricain, il est nigérian et il est camerounais. C'est-à-dire il a toutes ces pièces-là et c'est ça qui a donné le terreau facile à Boko Haram de nous attaquer de tout genre parce que quelqu'un qui vient, c'est un centrafricain mais il a une carte camerounaise. Un Tchadien, il a une carte camerounaise. Un Nigérian, il a une carte camerounaise. Parce qu'à un moment, on faisait un ramdam par rapport au bétail électoral à constituer, parce que nous voulons maintenir un système au pouvoir par tous les moyens. Et voilà la porosité que ça nous a donné dans notre identité nationale, au point où on a commencé à vouloir changer même d'opérateur. C'était elle qui faisait, maintenant changeons, laissons les Français, prenons plutôt les nationaux, faisons plutôt ceci. Au point où maintenant, les gars restent avec les récépissés de carte d'identité pendant 2 ans, 3 ans, on ne fait que proroger, on se demande qu'est-ce qui ne va pas. Notre identité, on ne l'a pas nous-mêmes, parce que nous avons toutes ces difficultés, parce que nous avons essayé à jouer le petit bandit, et que naturellement on est pris par notre propre piège. Donc, je veux vivement que nous allions dans la logique où la carte nationale, la carte d'électeur soit constituée en pièce obligatoire. C'est-à-dire que les Camerounais soient sensibilisés dans l'optique où l'avoir ne vous oblige pas à aller voter. Vous pouvez l'avoir et décider que je ne vote pas. C'est votre droit. Vous pouvez l'avoir et dire que je vote nul. C'est votre droit. Vous pouvez l'avoir et dire que je vote l'opposition. C'est votre droit. Vous pouvez l'avoir et dire que Paul Biaoui, votez pour lui. Donc ce n'est pas une obligation parce que les gens se disent avoir une carte d'électeur, c'est déjà conditionné à ce que son vote est déjà volé. Non, ce n'est pas volé, c'est juste que ça vous donne une arme qui, le moment venu, pourra vous servir lorsque vous allez dire enough is enough. Vous décidez qu'aujourd'hui, on doit balayer la cour. Et on balaye la cour avec ce genre de balai parce que vous l'aurez et ceux qui ne l'auront pas ne pourront pas faire le même travail que vous. Donc, naturellement, que ça aille dans l'obligatoire et qu'aujourd'hui, on aille dans la perspective de donner à Elections Cameroun des moyens de sortir dans la prison que toutes les commissions électorales nationales indépendantes. Parce que ça a été créé au Gabon, au Togo, au Bénin, à gauche et à droite. Ça vous donne la liberté tout simplement de manipuler. Mais vous ne proclamez pas. Mais vous ne faites pas ceci. Vous ne poursuivez pas. Vous n'allez pas au profond même des différents griefs qui vous touchent. Mais vous contentez tout simplement d'être à l'assaut du vent au pouvoir. Lorsqu'il balance à gauche, vous allez à gauche. Il va à droite, vous allez à droite. Mais on vous dit commission électorale nationale indépendante. Mais là-dedans, il n'y a rien d'indépendance. Alors, que propose le MRC dans l'optique d'avoir un fichier électoral apuré de toute forme de scorie et de souillure? Oui, en plus de la neutralité, nous demandons, parce qu'on préfère dire neutralité, mais c'est vrai concevable que la commission indépendante intègre en son sein tous les partis politiques. Tous les partis politiques, comme c'est le cas par exemple en Côte d'Ivoire, et que ce ne soit pas la chasse gardée d'un seul parti politique qui décide de qui doit être, qui ne doit pas être. Que ce sont ces partis politiques qui décident entre eux qui doit être leur président. Ça, c'est d'un. Ça veut dire qu'on crée une commission où il y a tous les partis politiques et que cette commission s'asseye et qu'entre eux, ils décident qui doit être leur président et qui doit gérer leur commission. Là, c'est une commission indépendante. Parce que si on intègre cela, il faut dire les pourcentages doivent être équitables. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de dire que parce que je suis le parti au pouvoir, j'ai 10 représentants, parce que tu es de l'opposition, non. Que tous les partis prenants, tous les partis d'opposition qui doivent être dans cette commission, que ceux-là s'asseyent et décident de qui fait quoi, à quel moment, à quelle étape. Et ils rendent leur copie publique. Et que leur fonds soit un peu, qu'ils ne soient pas en train de courir après le moyen. C'est-à-dire que lorsqu'on veut un budget, on alloue un budget
à ceux-là, sans toutefois dire, voilà, c'est le MINAC qui doit vous donner votre budget dépend d'eux. Non, que leur budget ne soit pas collé ou à un ministère, à un département ministériel. Ça, c'est deux. De deux, en plus de l'obligation, c'est-à-dire que du fait qu'on doit obliger les Camerounais d'un certain âge à voter, il faut aussi ramener l'âge électoral. Parce qu'il n'est pas concevable qu'à un certain âge, on puisse être moralement pénal, c'est ce qu'on dit, et que vous ne puissiez pas être en même de voter, parce qu'on dit non, sur le plan du vote, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ci. On doit être en même de pouvoir garantir à tout le monde que à tel âge, on doit voter. De même qu'on est responsable, de même qu'on doit voter. Et à chaque fois qu'il y a un concours qui est lancé, que la carte de l'État soit obligatoire. Parce que là, c'est aussi ça le problème. Il n'est pas question qu'un jeune qui doit aller concourir pour l'ENAM ne puisse pas avoir sa carte d'électeur. Oui, il doit l'avoir comme une carte d'identité parce que c'est non seulement un droit, mais c'est aussi un devoir. Il faut le dire. Et on doit avoir cette culture de pouvoir dire, nous avons ce droit, mais nous avons aussi, c'est un devoir d'aller voter. Parce que, comme je le disais, lorsque vous achetez le pain, vous faites de la politique. Parce que vous aidez le gouvernement en place à payer ses taxes, à gérer le pays. Si vous décidez de ne même plus acheter, il y aura plus de production, autant de choses. En plus, il faut dire qu'en plus de la neutralité, de l'obligation, l'ECAM doit pouvoir aujourd'hui déjà intégrer en son sein que tous les partis présidents doivent avoir les moyens. Ce n'est pas dit que parce que le président de l'ECAM, non, tous ceux-là qui sont dans la commission de l'ECAM aujourd'hui doivent avoir les mêmes moyens. Et l'ECAM doit les convoquer, donner les moyens de descendre sur le terrain sans discrimination. Même les nominations à l'ECAM, on doit nous dire comment est-ce qu'on fait pour intégrer l'ECAM. Qui sont ceux-là qui travaillent à l'ECAM? Quand vous voyez ces gens-là qui descendent avec leur équipe, qu'est-ce qui nous prouve qu'ils sont neutres? On doit à tout moment rendre public, c'est-à-dire d'une manière objective, comment sont recrutés ceux-là qui travaillent à l'ECAM, qui travaillent à l'ECAM, comment travailler à l'ECAM, quelle est la procédure pour être un agent de l'ECAM. Cela va permettre que, à tout moment, qu'on puisse questionner de la moralité de ceux-là qui sont sur le terrain et qui, à un moment donné, se comportent comme des demi-dieux, qui, à un moment donné, se comportent comme des personnes qui peuvent ou qui ne peuvent pas venir. Non. Et l'ECAM doit, à tout moment, rendre public tous les agents qui travaillent à l'ECAM dans des circonscriptions. Parce que c'est l'argent du contribuable qui paye ces gens. Et on doit rendre public aussi les moyens. Comment est-ce qu'on fait pour voter, pour être membre de cette organisation indépendante. Donc voilà en quelque sorte ce que nous pensons aussi et qui peut aider au moins à ce qu'on ne puisse pas être toujours dans cette suspicion. Parce qu'il faut le dire, à chaque fois qu'on doit suspecter quelqu'un, d'être d'acquaintance avec un parti politique, de ne pas pouvoir servir ou servir à tout moment ou servir normalement, il y a toujours ce caractère de suspicion qui dit non, l'ECAM ne peut pas, mais l'ECAM doit se débarrasser de cela, doit aborder cette casquette de neutralité, quoique il n'y a pas de neutralité, parce qu'il faut le dire, en matière de vie, il n'y a pas de neutralité, car le cœur humain est parti pris. Donc, du coup, à la base, il y a des influences sociales, idéologiques, religieuses. Voilà, mais sauf qu'il faut d'abord quand même avoir des lois ou une norme qui vous écarte de cela. Et cela doit être rendu public. De sorte que s'il y a quelqu'un qui est soupçonné doit avoir un seul jour abhorré, ne serait-ce que le t-shirt d'un parti politique qui soit écarté. Que si même son mari ou sa femme, bref, que quelqu'un de sa famille soit de près ou de loin associé à un parti politique, qu'il soit écarté. Au cas contraire, qu'on introduise, qu'on fasse en sorte que ce soit tous les partis politiques qui gèrent eux-mêmes. D'accord, c'est entendu, voilà donc les différentes propositions qui ont été faites. J'espère évidemment que les différents responsables de l'ECAM qui sont à l'écoute de cette émission vont les enregistrer et les capitaliser pour avoir un fichier électoral plus crédible, plus fiable. On passe donc déjà au second sujet portant sur l'apparition de l'ancien ministre de l'énergie au palais de l'Unité,
Et il y a 2 journaux cette semaine qui en ont fait écho, à savoir le Reporter Hebdo et le hebdomadaire Essingadon, le secrétaire de l'État est dans ce studio. Alors, Georges Parfois vous dit, il y a certains qui ont estimé que vous avez carrément criminalisé un prisonnier de lutte. Parce que vous avez dit que la République est profanée juste à cause de sa réception au palais de l'Unité. J'ai eu l'habitude de dire depuis cette une-là, ceux qui m'ont interrogé, je disais, quelles que soient les raisons qu'on peut donner à cette visite plus ou moins officielle, bon, puisque les photos se sont baladées partout sur la toile, c'était pratiquement officiel, c'est une faute. Et pas une petite faute, on a vu pour moins que ça des gouvernements être ébranlés. Parce que lorsqu'on promeut la morale, lorsqu'on promeut les bonnes manières, la bonne gouvernance, il n'a pas été absous. Il n'a pas été absous de ses fautes, au contraire, il a été reconnu coupable, condamné et par la manipulation permise par la loi au niveau du tribunal criminel spécial actuellement, il a remboursé le code du délit soi-disant et on l'a remis en liberté. Cela veut dire que dans son casier judiciaire, il est enregistré qu'il a été en prison pour crime économique. Alors c'est un criminel. Et on ne déroule pas le tapis rouge à ce genre de personnes dans l'institution la plus sacrée d'un pays qui est la présidence de la République. On aurait pu le recevoir, c'est sorti par une dérobée. À savoir du moins qui est père. Mais on n'a pas besoin de savoir ce qu'il a dit, il ne devrait pas y être. Il ne devrait même pas y être du tout dans cette institution-là. C'est la désacralisation de ces gens. Il n'a pas profané seulement, on dirait même qu'il a souillé. C'est de la souillure de voir quelqu'un qui a pris l'argent camerounais. Il a pris, il en a fait sa potion personnelle. Il est allé en prison pour cela après qu'on l'a rattrapé. Parce qu'il a fait une cabane. On est allé le prendre au prix du contribuable camerounais au Nigeria. Il est revenu en vie privée. Malgré la faute d'escorte policière, ce monsieur-là est allé en prison. Et au moment de sa sortie, il fait une photo aussi osée avec l'un des plus proches collaborateurs du président de la République. Il dit, quel que soit le bout par lequel on le prend, même s'il est allé remettre de l'or, même s'il est allé remettre des diamants, même s'il est allé dire quoi, je ne sais pas trop, c'est une faute de recevoir ce genre de personnes. On a vu pour moins que ça, des présidents de la République, parfois décider de ne pas recevoir leurs homologues. À l'époque de la déchéance de Mobutu, les palais où il arrivait, on envoyait des sous-fifres l'accueillir, les présidents ne s'affichaient plus avec lui, il n'y avait plus, ce n'est que pour parler de l'Élysée, il n'y avait plus la fameuse poignée de main au perron de l'Élysée. À combien de fois quelqu'un qui a agressé les finances publiques et on le reçoit dans un lieu pareil? Et c'est écœurant, ça met en colère. J'espère que vous comprenez même l'émotion qui est dans ma voix lorsque je parle de cela. J'ai rien contre la personne. En tant qu'Arnapa, ça n'est pas grand-chose. Mais en tant que celui qui a mis à mal les finances publiques de la République Cameroun, être reçu de cette façon-là, il n'a pas été déclaré innocent. Tout va de là, il n'a pas été déclaré innocent. Il n'a pas été absous de ses fautes. Non, il a juste remboursé. Mais on l'a pris sur le fait de l'avoir fait, d'avoir volé de l'argent des Camerounais. Et puis c'est à la plus grande institution du Cameroun qu'on le reçoit. Quelle image? Quelle image voulons-nous faire passer? Quel message voulons-nous faire passer aux autres Camerounais? À la population? À ceux qui ont applaudi lorsque tous ces prévaricateurs-là ont pris la route de Kondengi? Donc il suffit d'y aller, de rentrer, d'organiser des agates, puisqu'on a d'abord vu des vidéos dans sa somptueuse demeure. Ça veut dire que le train de vie elle-même, il sort, il a ses argent qui attendent dans ses comptes bancaires. Comme il a dit d'ailleurs lui-même, s'il voulait fuir, il n'aurait pas abandonné ses argent dans les banques. Ça veut dire que ces argent-là sont toujours là. Et on a vu des démarches dans plusieurs banques pour qu'on décèle les comptes et tout le reste. Ça veut dire que on est... Je ne sais pas comment qualifier cela. J'aurais bien voulu que Feu Atebé soit toujours vivant et qu'il assiste à ce genre de spectacle. Il aurait eu le vocabulaire juste pour qualifier ce qui est en train de se passer maintenant parce que
à mon petit niveau, je n'ai pas la capacité de trouver ces mots-là pour qualifier ce qui est en train de se passer. Mais comme je dis, c'est une faute, cette faute-là est lourde. Que le DCC l'ait reçu au nom de... Alors, au nom de cette personne a commis une grave faute envers le peuple camerounais. Alors, Vincent Rochelle Mambala, lorsque vous avez vu les images circuler sur la toile de Basile Tanganapuna, Jean-Pierre Moukoubelinga et Samuel Vondoyolo, quelles sont les premières impressions que vous avez eues? Enfin, pour être direct, Serge Aimé, j'ai eu le flash d'une représentation des personnes pour qui Atanganapuna est dehors. C'est-à-dire que le DCC, Jean-Pierre Moukoubelinga, est lui au milieu. Il dit, voici l'équipe gagnante, c'est grâce à vous et je vous dis merci que je suis dehors. À Moukoubelinga, nous savons c'est le milliardaire. Et si on te dit qu'Atanganapuna a payé plus du milliard pour être dehors, nous savons qu'il brasse les milliards. Ça peut être une main forte que le frère dit, vous ne pouvez pas rester en prison alors que j'ai les moyens, je paye ce qu'on vous demande de payer et je vous ai dehors. Voilà pourquoi cette satisfaction peut être lue dans ce sens-là quand on les voit. L'autre, c'est en lieu et place presque du président de la République, puisque c'est des affaires privées, le DCC, naturellement, ce n'est pas tout le monde qui peut recevoir en lieu et place du président de la République. Et si on rend public, on voit bien que les trois se sont mis en posture de faire une photo et que cette photo devrait être expressive. Donc, quand on essaie d'analyser la composition... L'image parle d'elle-même. Voilà, l'image parle d'elle-même. Donc, à partir de là, froidement, je me dis, la satisfaction d'Atanganapuna, il présente ceux pour qui il est libre. Et là, c'est un petit garçon qui gambade. Il se dit, enfin, vive la liberté. C'est grâce, je dis merci à mon papa, merci à un autre papa, ou alors je dis merci à mon frère et au DCC qui ont pu faire en sorte que les hautes instructions viennent de la présidence de la République pour arrêter toute poursuite contre moi et naturellement remettre le corps du délit et me retrouver en liberté. Je crois qu'à cette phase, c'est le message qu'on voulait formuler à travers cette image. Mais alors, ce n'est pas le premier cas. Il y a eu le cas de Bapes qui est arrivé où le ministre sort de prison sur haute instruction du président de la République et il se retrouve immédiatement dans son bureau et il continue à signer sur les diplômes des enfants. Lui, Bapes, c'est ministre. Oui. Donc, de mémoire. Étant écroué par des opérations, le chef de l'État, après 48 heures, 24 heures, décide qu'on lui redonne sa liberté. Et tout naturellement, ministre, il s'est retrouvé encore dans son bureau en train de signer sur les diplômes des enfants. Moi, à un moment, je disais aux enfants, ça serait une honte pour moi d'avoir une signature pareille sur mon diplôme. C'est-à-dire, on dit, voilà un prisonnier qui a signé sur mon diplôme, ça veut dire ça dit je suis complice ou alors je suis un prisonnier parce que je suis reconnu par un prisonnier. Et surtout qu'il sortait de prison, il n'y a même pas eu quoi que ce soit comme toilettage judiciaire. Il s'est retrouvé parce qu'il n'a pas été enlevé ministre, on l'a pris dans son poste de ministre, on l'a foutu en prison. Il est sorti de prison, il a repris son fauteuil de ministre. Qui cuit d'Atanganapuna? Peut-être il peut revenir et ensuite il se dit, il faut qu'on me rétablisse dans mes droits. Je suis un citoyen comme tout le reste. La prison, ce n'est pas l'enfer. C'est juste montrer que vous avez été à la marge de la société et vous avez arrangé votre tort. La société vous réintègre. Il faut maintenant montrer l'exemplarité en suivant les lois de cette société dans laquelle vous vivez et ensuite juger de toutes vos prérogatives. Donc ça pourrait aussi être un ton fort à donner parce que les gens attendent en vain un remaniement, en vain que le président retouche un peu son gouvernement, en vain qu'on remplace ces ministres qui sont décidés et que ne sais-je encore. Il y a toujours silence total, silence radio. Ajoutons également le cas de Herman Atama, l'ancien ministre de l'Éducation de base, qui, après avoir été libéré en 2013, s'est retrouvé en train de battre campagne sous la bannière du RDPC. Donc c'est donc là où il faut voir le nœud du problème. C'est-à-dire il y a la disparition de ces modèles administratifs qui pouvaient servir de transmission même dans la gestion du service public. Le président Biya était beaucoup plus acclamé quand il venait en 82. Tout le monde voulait s'identifier à lui, se reconnaître à lui, un bel homme qui a roulé sa bosse pendant près de 20 ans dans la haute administration et qui est pétri d'une expérience qui pourrait faire sauver le Cameroun. C'est tout le monde qui voulait s'adapter à lui. Mais à partir du moment où nous avons vu certaines modifications qui ne permettaient pas de garantir que le Cameroun pouvait sortir et engager un développement efficace, je crois que c'est là où le bas a commencé à blesser, parce que prioriser la généralisation au lieu de la spécificité qui devrait être en train de construire le pays, parce qu'à un moment c'était l'enseignement général qui était partout. Enseignement général, peu d'enseignement technique, alors qu'un pays qui veut se construire,
sortant des indépendances, devrait mettre l'accent pour les constructions, dans la transmission de certaines techniques, que de nous former des docteurs en grammaire, des docteurs en vocabulaire. Naturellement, on peut tous parler et écrire, mais si on sortait beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'architectes, beaucoup, ben je crois que le pays devrait être en pleine construction. Aujourd'hui, pour avoir des architectes, on les envoie former à Lomé, on les envoie à l'étranger, alors que c'est un pays qui devrait être doté de toutes ces ingénieries-là et qui devrait permettre à ce que nous ayons efficacement une éthique à consolider, parce que c'est l'absence de l'éthique en réalité. Ça fuit et ça fait en sorte que les gens confondent et mettent sur pied un néolibéralisme qui naturellement peut permettre à ce que quelqu'un vole autant d'argent et se retrouve toujours dans les bonnes grâces et présenté comme modèle. Ça, c'est une société qui est en train de mourir à petit feu parce que sans éthique, nous ne pourrons rien faire de sérieux. Mais Clément, quel est le regard de la forme politique que vous faites sur l'image de l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie à la présidence de la République au palais de l'Unité? Je suis choquée. Je ne sais pas s'il y a un mot dessus, mais c'est choquant. Comparaison n'étant pas raison, on a lui. Et quoi a été condamné? Après, ça n'avait pas été condamné à son époque. Donc, on ne peut pas prendre ça sous ce prisme-là déjà. Il faut évaluer. Atanakuna est un voleur, un criminel de la pire espèce. Il faut utiliser les mots durs pour faire comprendre à ceux qui nous écoutent que nous ne sommes pas là dans un pays où on doit tolérer un certain nombre de dérapages. Non, ce n'est pas un dérapage. L'orchestration du vol dans ce pays, vous voyez que, autrement dit, ça veut dire que ça vient du haut, où on envoie des gens voler et après ils peuvent être reçus. Ça veut dire qu'on peut dire aussi que l'opération épervier, comme certaines personnes le disent, ce n'est que quelque chose pour je ne sais pas, pour attraper des gens qui visent la chaise du père, bref, des choses comme ça. Parce que si c'est avéré que ce monsieur a volé des milliards, il faut le dire, un milliard c'est 1000 millions. Je dis 1000 millions, si on commence à compter les 1 jusqu'à 1000, demain va nous trouver ici. Il n'y a même plus de si. Il est avéré. Il a volé 1000 millions et il rembourse le corps du délit. Il est très inconcevable qu'un être humain puisse se rapprocher de lui. Parce que, entre-temps, c'est la honte de savoir que quelqu'un qui a contribué à ce que des gens meurent parce qu'on n'a pas pu construire des routes, que des bébés meurent parce qu'on n'a pas pu avoir des couveuses, que des femmes meurent. Ça, j'aimais quand je parle de femmes, je m'arrête. Il y a des femmes qui sont séquestrées dans des hôpitaux parce qu'elles n'arrivent pas à payer les frais hospitaliers. Et qu'un individu normal puisse concevoir qu'un voleur de la République, non, souillé c'est peu dire. Grand journaliste n'a pas seulement souillé. Il n'a même pas seulement il a au-delà. Il a rendu rien. C'est-à-dire que l'immeuble là est maudit. Parce qu'avoir ce genre de personnes, frôler seulement le pavé de ce que nous regardons comme le palais des Toudis, ça, je demande, on demande parfois la peine capitale. Combien de personnes sont mortes parce qu'ils n'avaient pas d'eau? Le verbe qui convient, c'est annihiler, c'est-à-dire lui. Voilà, c'est ça le mot. Combien de personnes sont mortes à son époque parce qu'il y avait pas d'eau? A réduit notre pays à l'eau et qu'il soit qui il représente quoi par rapport à qui dans ce pays? Attends, c'est qui? Un criminel? Non. Attends, arrêtons un peu. Quand nous disons qui tue plus de millions de Camerounais, quand cet argent reconstruire des hôpitaux plateaux qui viennent marquer en vision, c'est très grave. On insulte les Camerounais. On dit voilà des modèles. Faut voler et vous allez aller à Etoudi. Faut voler et vous allez être à côté de Amougoubelinga. Faut voler et Ayolo va vous recevoir. Oui, il faut voler et vous allez être grand.
Ça, ce sont des modèles. Mais c'est pas grave. On comprend que normalement, il y avait des influenceurs qui sont venus. C'est encore des modèles. On comprend le type de modèle que le RDP est en train de... On dit, il y a au quartier qu'on est dépassé. Parce qu'à un moment donné, les mots... Quand nos enfants regardent la télé, je disais des moments, quand un ministre a te coupé du banc d'une influenceuse, voilà les modèles. Et comme au journal de 20 heures, ça c'est le comble. Quand c'est un a eu le bac à 16 ans, bac C à 16 ans, et qui n'a jamais été reçu à étudier, qui ne sait même pas ce qui se passe, on se demande, on marche avec la tête maintenant, les pieds sont en haut, parce qu'on s'est attendu que chaque année, il y ait un bal au palais d'étudier qui reçoit des jeunes qui ont eu des grands diplômes, que des jeunes qui ont créé quelque chose, qui ont innové puissent être reçus. Mais qu'on reçoive, qu'on nous dise qu'un jour on s'arrête pour accueillir Atanakuna qui a volé, c'est quelle histoire dans ce pays? Quel est même ce pays où il n'y a plus de modèle? Oui, on dit que leur ADN, c'est l'ADN du vol, mais ça va au-delà. Ça veut dire que nous sommes dans une kleptocratie. Où pour être nommé, il faut voler, il faut être kleptomane. Parce que dites-moi seulement, si vous n'êtes pas bandit, vous ne pouvez pas vous asseoir avec un bandit. Même vous présentez à la télé avec un bandit, vous avez honte. Parce qu'on va dire, papa, on n'a pas, les gens disent qu'ils meurent, et toi tu es parti t'asseoir avec le type là. C'est même une honte. On est en train de construire une kleptocratie et démontrer à l'opinion publique que si vous n'êtes pas kleptomane dans ce pays, vous n'allez pas pouvoir évoluer. Il faut être dur avec ces gens. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on veut? C'est notre pays. Et on a dit au départ, rigueur et moralisation. Mais j'ai envie de dire, trouvons les baisses assez haut. Inversons juste la rigueur et inversons la moralisation, disons, on a été trompé. Non, il n'y a pas eu de tromperie sur la marchandise. Non, il n'y a pas eu de tromperie. Qu'est-ce qu'il y a eu? Non. On s'est laissé comme des jeunes filles qui se font draguer, c'est-à-dire que miroiter quelque chose quand ils étaient conscients que ça ne devrait jamais arriver parce qu'il n'y avait pas une volonté. Il n'y a jamais une volonté lorsqu'on demande, on dit au président, il y a eu des voleurs, il dit je veux des preuves. Quand on sait que lorsqu'on vient vous dire qu'il y a un voleur, on attrape d'abord, on appelle ça, on attrape et on dit quoi? Avant que tu ne sois présomption d'innocence, il y a souvent un mot là qu'on dit suspect ou un truc. Si on vous suspecte, vous êtes présumé coupable. Vous êtes d'abord présumé. Mais on ne vous arrête, on demande les preuves. Qui va fournir les preuves? C'est le voisin. Quand on sait qu'il y a une maison ici, non loin de Wankan, qui coûte 800 millions, et que le monsieur est en train de se pavaner dans tout Yaoundé, oui. Je vous dis 800 millions, on connaît un douanier. Et quand on vient aujourd'hui nous dire que, non, attendez, nous sommes dans quel pays? Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de couverture, il y a quoi même au pays? Il n'y a rien. Mais il y a le vol. Il y a le vol organisé et orchestré pour pouvoir, oui, pour pouvoir au moment venu, il faut qu'on le dise avec la plus grande fermeté, pour pouvoir acheter les consciences, réduire les Camerounais aux besoins primaires. C'est-à-dire que vous n'allez jamais avoir le travail, vous n'allez jamais avoir un pouvoir d'achat élevé. Ils vont vous réduire aux besoins primaires. Parce que le moment venu, ils vont vous acheter pour que vous allez voter 7 fois. Et si ce n'est pas le cas, ils vont faire passer leur gré à gré en douce. Parce que vous n'aurez pas les moyens pour pouvoir parler. Oui, il faut faire en sorte que tous ces jeunes-là qui ont une ambition, qu'on puisse vous dire non, laisse, tu ne peux pas. Parce qu'il faut voler. Toi, tu n'as même pas d'avoir le poste pour voler. Tu ne sais même pas comment faire pour avoir le poste. Donc, du coup, il faut être un clochard ou il faut être un larbin pour pouvoir porter le sac du boss. Et lorsqu'il jette les miettes, tu reçois et tu pars au quartier voter 7 fois, vendre tes voix pendant 7 ans et acclamer un gouvernement kleptocrate, autocrate, qui non seulement ont une volonté de pouvoir tenir notre image, parce qu'il ne s'agit pas de l'image d'Atanakuna en tant que lui, mais c'est l'image de nous, Camerounais. Quelle est mon image, moi? Nous sommes, je crois, 5e ou 4e sur la liste des pays les plus corrompus.
ou je ne sais pas quel rang on occupe aujourd'hui. À l'époque, on avait le Ouais, maillot jaune. on était champion aussi, on est un peu descendu, on est un peu Ouais, c'est dans parce les que 5 premiers. les 5 premiers. Dites-moi quel est ce pays où on n'est que premier dans la médiocrité. C'est-à-dire que tout ce qui est mauvais, nous sommes premiers. Et même Mais- on a négocié pour qu'on ne soit pas mais- premier. Et dans cette optique, vous voulez que nous, quelle est l'image que nous avons à l'étranger? Lorsqu'un Camerounais dit que je suis Camerounais, dit hey, arrêtez vos poches. Mais il n'y a pas tout. Allons un peu vers le pétrole. Lorsqu'on se rend compte que dans un pays comme le Cameroun, on est en train de faire en sorte qu'il risque d'avoir pénurie de gaz, pénurie de pétrole. Et qu'un individu comme Dangote a une raffinerie, vous voulez dire que Dangote a l'argent plus que tout l'État du Cameroun? Non, c'est une volonté manifeste. C'est une volonté. Dangote a sa raffinerie. Donc l'État du Cameroun n'a pas l'argent que Dangote a pour avoir une raffinerie. On vous explique qu'il y a un matériel là-bas qui coûte des milliards et qu'Anakuna, lui, parvient à rembourser le corps de délai à qu'il est en train de fuir. C'est une incongruité. Nous sommes comme quelqu'un a dit, c'est le Puranjanga total. Et pour le Mandjanga, C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais que nous allons pouvoir, et je veux le dire, nous allons déconstruire cela parce que nous, au MRC, nous sommes là parce que nous vivons, nous travaillons pour une justice sociale et nous mettons l'homme au centre de nos préoccupations. Ce qui fait que nous allons tout faire pour pouvoir gouverner ce pays et mettre ce pays sur les rails. d'accord, c'est entendu. Alors, Georges Pamphé Oundi, il y a également Khalis Biala, la romancière camerounaise qui a été, franco-camerounaise qui a été choquée, elle a été offusquée. Elle estime notamment que la présidente de la République n'a jamais reçu des élites intellectuelles, des élites financières, entre autres. Mais aujourd'hui, on préfère recevoir des anti-modèles, à savoir ce voleur dont nous faisons justement cas aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui il y a la crise des modèles au Cameroun? La crise modèle vient d'une volonté manifeste, elle vient de le dire tout à l'heure, la dame du MRC, vient d'une volonté manifeste d'assouvir, d'appauvrir et de manipuler le peuple jusqu'à la base. C'est-à-dire qu'il faut qu'on vous rende servile. Et pour ça, on use tout. Pour que vous deveniez des... On pourra essuyer les pieds sur vous. C'est pratiquement à cela qu'on assiste. Quel est ce pays qui ne fait pas les modèles? J'ai aimé une intervention de M. Vestala dernièrement où il parlait des médiocres qui gouvernent les meilleurs. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'on a pris des médiocres pour être à la tête des méritants et qu'à la fin, lorsque les médiocres contrôlent les méritants et les appauvrissent et tout, c'est mieux comme ça. Et puis, notre pouvoir, le pouvoir en place, se délecte de ce genre de situation. C'est de ça qu'il est question. Et ça fait donc qu'on a renversé. Comme l'avait dit le philosophe, on a écarté la norme, on a normalisé l'écart. À partir de ce moment-là, à la CAN, on vous fait venir des influenceuses. C'est-à-dire des femmes qui s'affichent devant nos enfants. Et lorsque nos enfants entrent sur le net, Facebook et autres, on voit toutes ces femmes-là dans leur plus basique appareil. Et c'est cette même personne qui va se placer et qui va donner des leçons. C'est de ça qu'il s'agit. Ailleurs, même pas seulement ailleurs, dans la norme des choses, un monsieur qui a été condamné de cette façon-là, si on voudrait même le recevoir, il va passer par la petite porte, on va le recevoir, il va repartir par la petite porte. Je sais qu'il y a des gens qui ont été reçus dans ces conditions-là. Même d'avoir communiqué sur cette visite de M. Atanapuna au palais de l'unité, je crois que s'il fallait parler de narguer, il faut trouver un mot plus fort en disant ce que les Camerounais viennent de subir. C'est une agression. C'est une agression à leur volonté. C'est une agression à leur bien-être. On devrait vraiment dire que ce pays, il a été dédié à Dieu. Parce qu'ailleurs, ce genre d'étincelle pourrait embraser tout un pays. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer. Comme je dis, il n'a pas été déclaré non coupable. Non, il a été déclaré coupable, condamné. Il est allé en prison. Et quand il ressort, parce que, soi-disant, il a payé le corps du délit, il est reçu par la plus haute institution de la République. Il n'y a pas
mots pour expliquer tout cela. Mais à la fin, on comprend juste que les valeurs ont été renversées. Généralement, il y en a, de ma posture, je ne peux pas le dire, mais j'entends les gens dire tout le temps, ce pays n'est plus gouverné. Et lorsqu'on voit ce genre d'actes, on se dit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Il y a un malaise. Ça a même dépassé le malaise, déjà, je crois que c'est plus grand que le malaise. Parce que lorsque des anti-modèles sont érigés en modèles, on ne sait plus où on va. On ne peut plus simplement parler de l'éthique, ce serait trop simple. L'éthique devient un bien petit mot. C'est complètement... moi, je ne vais pas dire Ebologanjanga, mais c'est pas loin de là. C'est pas loin de là. C'est la bouillabaisse. Vous connaissez cette nourriture française qu'on consomme plus dans le sud où on prend tout ce qui vient de la mer là. On vous met ça dans une marmite et ça vous fait un bouillon et puis on appelle ça de la bouillabaisse. Vous trouvez du poisson, des crevettes et tout ce que vous pouvez trouver comme produit de mer. C'est à ça qu'on est. C'est-à-dire on est dans un mélange où... Sauf que dans ce mélange-là, ceux qui ont accès au fonds public essayent d'écraser au maximum ce qu'ils appauvrissent tous les jours. Parce que vous voyez, les enseignants sont aux abois, les autres fonctionnaires sont aux abois. La dernière augmentation de salaire au Cameroun date de Mathusalem. Et puis tout le monde, la vie est chère. La vie est chère pour tout le monde. Sauf qu'il y en a qui s'en sortent. Il y en a qui sont dans de belles maisons. Il y en a qui roulent carrosse. Il y en a qui ne savent pas s'il y a un couturier ou si on vend même un habit au Cameroun parce qu'ils s'habillent toujours à l'étranger. Donc les riches sont de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Sauf que ces riches-là sont riches de l'argent que les pauvres cotisent. Regardez seulement comment on martyrise les petits commerçants. Comment on martyrise tel. Comment on demande les factures d'ici. Vous n'avez pas d'eau, mais vous devez payer une facture à la fin du mois qui dépasse même celle que vous auriez pu consommer même normalement. L'électricité, on n'en parle plus. Le délestage, on nous a vendu les projets structurants qui devaient nous faire ne plus jamais souffrir de délestage. On a même parlé de l'exportation de notre électricité dans les pays voisins. Mais nous subissons les délestages plus que les pays qui n'ont même pas de cours d'eau, qui n'ont même pas de barrage. Je crois que le Niger n'a pas de barrage. Il n'y a pas un barrage là-bas, il n'y a pas un grand cours d'eau en dehors du Niger lui-même qui a un débit très très saisonnier. Là-bas, on se perd, je crois, c'est du nucléaire et du solaire. Mais là-bas, il n'y a pas autant, à Niamey, il n'y a pas autant de délestage à Yaoundé. Yaoundé est arrosé de cours d'eau tout autour. Nous avons Sanara, nous avons l'Union, nous avons ceci, nous avons des barrages tout à côté de Yaoundé là, mais Yaoundé a des délestages tous les jours, il n'existe pas. Dans cette ville, un quartier par jour qui ne sont pas éclairés. Et lorsqu'on vous présente un monsieur, on vous dit, dans vos souffrances, dans tout ce que vous avez connu, si vous n'avez pas d'eau, normalement, si l'électricité est dans ces conditions, voici un des responsables de toute cette gabegie. On le prend. On le met en prison. Et après, on le reçoit quand même en grande pompe. Là où toute la République existe. Parce que notre présence de la République reste jusqu'à ce qu'on dise que le président respecte la Constitution, ça reste quand même l'institution la plus haute de notre pays. Alors, c'est ça où je demande, par exemple. Vous avez tout à l'heure entendu la procédure de décryptage sémiotique de l'image qui a sécurisé justement cette semaine sur la toile en parlant du milliardaire qui a poursuivi pour faire de l'argent de manière que ce dernier soit libéré et donne notre soutien, notamment cette haute autorité de la présidence de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des lobbies de pouvoir à qui se passe le message? Parce que celui qui a signé les hautes instructions dans l'optique de la libération de l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, peut-être beaucoup de personnes auraient été aimé le voir également en photo, mais il n'est pas là. Or, on sait qu'il y a justement ce conflit de positionnement entre le ministre de l'État SGPR et le technicien de la présidence de la République. Et vous savez également qu'il y a un conflit entre le milliardaire promoteur du média et le ministre de l'État SGPR. Oui, naturellement, ceux qui suivent ces actualités pouvaient bien se rendre compte que après la sortie, après les hautes instructions de faire sortir l'ancien ministre de Tarnakuna, il y a eu quelques murmures au niveau de l'information comme quoi le SGPR devrait être entendu, le TCS, et que naturellement
il y a comme un rouleau compresseur qui est en train de vouloir s'ébranler. Et quand on voit effectivement... Le journal Canada République, il a été auditionné au moins sur 2 reprises. Voilà, et quand on voit comment est-ce que... je voulais bien dire, un camp est en train de jubiler parce que nous voyons bien que c'est, comme vous avez dit, des lobbying et que le grand soir est en train de s'apprêter. Et naturellement, nous voyons qu'aujourd'hui, il y a comme une sorte de victoire, comme une sorte de trophée que cette photo devrait renvoyer. Et si c'est donc un trophée, il faudrait bien qu'on se rassure qu'on n'est pas très loin du déclin de l'État. Parce que il y a beaucoup de choses qui entrent en valeur à partir du moment où l'argent est au centre, et ça fait même montrer une hypocrisie de l'État vis-à-vis de l'argent des Camerounais, et qui naturellement pose une question de valeur. Nous avons été habitués à une certaine identification vis-à-vis de l'usager, au point où quand on nomme quelqu'un au poste de ministre, allez voir le département ministériel, qui est-ce qui vient faire l'animation? C'est un parti politique qu'on connaît bien. Et comment est-ce qu'un parti politique peut aller dans un ministère célébrer et que le ministre laisse, sachant bien que ce n'est pas les prouesses politiques qui l'amènent là et que ce sont ses compétences administratives ou managériales qu'il devrait remercier. Mais on se laisse prendre dans le bain, un parti politique vient réclamer la paternité de votre nomination, vient faire le ramdam chez vous, il fait sur la cour du ministère et naturellement il s'approprie et vous met dans la poche. Et quand vous êtes donc mis dans la poche d'un parti politique, vous êtes à sa solde. Et il y a beaucoup qui sont en prison, qui naturellement essayaient de justifier les pertes ou les décaissements d'argent, comme quoi ils finançaient le parti dans ses activités. Et ça, c'est une très grande dérive où je dis, nous sommes au bord du déclin de l'État si naturellement nous ne faisons rien. Je crois que les Camerounais aujourd'hui doivent comprendre une chose. C'est qu'en réalité, nous subissons véritablement le diktat de cette mauvaise gestion à partir du moment où toutes les petites données qui devraient être exploitées pour que les Camerounais s'assument ou alors puissent voir d'une manière transparente que ce qui se passe sont bafouées par rapport aux différentes méthodes de choix ou d'évolution de pouvoir. Lorsqu'on commence dès la base à frauder, à truquer des élections et à ne même pas permettre à ce qu'il y ait une alternance, un renouvellement fiable, parce que je vous dis toujours que nous sommes pris dans un piège au point où si nous ne faisons pas partir la manière dont les candidatures aux élections présidentielles, par exemple, sont posées. C'est-à-dire, on vous fait croire qu'un Kidam peut partir d'une position lambda un jour et le lendemain, il se retrouve président de la République, sachant que nous faisons fausse route et que nous sommes plein pied dans l'entourloupe même qui nous a été préparé depuis. Ailleurs, dans les démocraties évoluées, ça a évolué. Vous allez voir, pour arriver à la tête de l'État, il faut véritablement des mécanismes de filtre qui font en sorte que, une fois que vous arrivez, vous n'êtes pas à faire des coups d'essai ou alors à vouloir faire dans l'à peu près. Mais dans les systèmes africains et un peu partout, on vous montre que on peut quitter, vous créez votre parti, vous allez à la présidentielle et que vous rêvez un matin que vous pouvez être élu. Et si vous êtes même élu, naturellement, c'est que vous allez vous entourer de vos petits copains, de vos cousins, de vos copines, et ensuite, naturellement, vous n'allez plus partir. Par contre, si nous partions dans une logique où les filtres sont tellement importants que même si vous êtes milliardaire, même si vous êtes le plus grand truqueur, s'il faudrait passer par l'Assemblée nationale et qu'il y ait un vote par l'Assemblée qui permette à ce que vous soyez sélectionné comme étant un homme intègre, digne, capable de répondre, comme on dit, avoir certaines compétences pour diriger. Et ensuite, il y a même un système de grands électeurs qui, naturellement, lorsqu'on regarde la gestion des régions et un certain nombre de prérogatives que votre parti a, est-ce que ça donne satisfaction pour donner le quitus à ce que, voilà, qui de tel bord ou tel bord peut accéder et diriger pour un mandat de... Ça vous montre que vous n'êtes pas libre et que vous êtes associé à un groupe qui contrôle le pouvoir. Mais au Cameroun et dans d'autres pays, on vous laisse croire que ad vitam aeternam, si une équipe est là et que c'est l'équipe qui gagne, on ne pourra pas la changer. Mais c'est très faux. Voilà pourquoi le développement ne pourra jamais suivre si nous ne mettons pas balises pour pouvoir mettre un système de dévolution de pouvoir. Et je crois que c'est à partir de là que nous allons corriger tous les autres griefs. Les incompétents dirigent les compétents. Croyez-vous que vous pouvez arriver avec votre compétence avérée et qu'on vous prenne? Non. Je vais
maintenir mon cousin qui est là et qui sait qu'il est aux ordres. Dès que je dis va à gauche, il va à gauche, parce que je sais que je suis soutenu par quelqu'un d'autre de plus fort en haut, peut-être le président de la République, qui ne pourra pas me lâcher et qui sait naturellement, parce que tous ces voleurs-là, je crois que s'il a fait une trentaine de gouvernements depuis qu'il est au pouvoir, la plupart de tous ces voleurs-là se retrouvent dans tous ces gouvernements. Ceux qui sont allés en prison, là, je crois qu'ils ont été à plusieurs reprises prouver qu'ils avaient de mauvaises relations avec l'argent, mais ils quittaient de ce poste d'argent, on le remettait dans notre poste d'argent, sachant bien qu'on a décrié que là-bas, il a mal fait, il a détourné, mais c'est comme s'il faut chercher celui qui est capable d'énerver. Et c'est à partir de ce moment qu'on se rend compte que le Cameroun n'a pas une équipe dirigeante à son service, mais une équipe dirigeante qui l'exploite et qui naturellement va partir le moment où elles vont cesser d'exploiter comme le colon est parti. Les écoles, la santé et tout ce que nous pouvons décrire aujourd'hui, leurs enfants ne sont pas là. Ils fréquentent dans des écoles cossues, des universités UP en Europe et qui sont préparés à venir prendre la relève. La preuve en est que du vivant des parents, les enfants sont en train de prendre la relève comme quoi on se rassure que vous allez prendre les commandes lorsqu'on s'en ira, même si c'est par un coup d'État, même si on va nous chasser, même si c'est par la mort, mais on sait que dans les nouvelles générations qui discuteront, vous serez parmi ceux-là qui devront parler, parce que vous avez le background, vous avez été formé. Et au Cameroun, on se met dans un système comme la rentrée approche là, à vendre l'école. Si vous ne pouvez pas acheter l'école, votre enfant est mal parti. Il peut même aller en classe, s'il n'a pas payé la première tranche, il ne rentre pas. On le met dans une classe comme une classe de réserve, une classe de prisonniers. Vous croyez que votre enfant est dans une salle de classe pour prendre des cours, mais plutôt dans une salle de classe comme des marginalisés qui n'ont pas encore payé, mais qu'on ne veut pas seulement laisser divaguer dans la cour. Et là, c'est ce système qui produit ce genre de choses au point où on assimile nos salles de classe à des garderies. C'est-à-dire on évite de voir les enfants balader en route pour que ça ne donne pas une mauvaise image. Mettez-les dans les salles de classe, même si on leur dit rien, même si on leur transmet rien, mais qu'ils restent là de 7h30 à 15h30. Et ensuite on peut libérer. Et là, c'est tuer véritablement l'avenir de ce pays parce que les enfants sont en train d'être vidés du contenu qu'on devrait leur transmettre. Alors, Clément Sinzé, ce lundi 5 septembre 2022, c'est la rentrée scolaire. Pourquoi à la veille de la rentrée, la présidente de la République ne peut pas se tester, par exemple, de recevoir le meilleur enseignant du primaire, le meilleur enseignant du secondaire et le meilleur enseignant du supérieur, par exemple? C'est même ce qu'on se serait attendu, du moins avoir ce genre d'image qui au moins donne le sourire, qui au moins donne une lueur d'espoir. Quand on parle d'enseignement, moi je suis un peu choquée quand on sait qu'il y a les autres pièces qui vont relancer la grève dès ce lundi 5 septembre. De l'autre côté, il y a des voleurs qu'on aurait dû prendre cet argent pour pouvoir payer au moins les 1/10 de ce que réclament ces jeunes Camerounais qui ne demandent que ce qui leur revient de droit. Parce que pour le dire, c'est très choquant de savoir que lorsqu'on se lève, on n'a pas une image qui peut nous faire sourire. Parce qu'on aurait voulu que lorsque vous vous levez de votre lit, quand vous dites que décret présidentiel à partir d'aujourd'hui, peut-être tous les étudiants, tous les enseignants qui ont peut-être déjà fait 10 ans que l'État les subventionne ci ou ça. Ça donne du sourire. Ça donne chaque fois du sourire de savoir que l'État est à l'écoute de la souffrance des Camerounais. Mais il y a quelque chose qui me choque quand moi je parle toujours du privé, je fais une comparaison. Vous allez voir que les établissements publics, comme les universités publiques, sont moins lotis en matière d'infrastructure. Par contre, les établissements privés à côté ont plus d'infrastructures. C'est quand même inconcevable, dans un pays normal, que l'État puisse être aussi, je vais dire aussi quoi, aussi laxiste. Parce qu'on sait que voici la rentrée scolaire. Il y a d'autres portes de détournement. Allez voir combien les proviseurs perçoivent. Dans les frais de, je ne sais pas, il y a quoi, APE, informatique, carnet de santé, des choses qui ne servent franchement à rien, mais qui sont là juste pour augmenter le porte-monnaie du proviseur. Allez voir à combien on achète les places dans les 6e, secondes et je ne sais quoi. L'État camerounais laisse la porte à la corruption. J'ai parlé d'un État kleptocrate.
j'ai parlé de la kleptomanie. Parce que ça, c'est organiser une bande de voleurs qui, lorsqu'on vous nomme à un poste, ce n'est pas pour servir, mais se servir. Ça veut dire que la loi devait être servie, mais la loi au Cameroun, c'est se servir. Article 2. Si vous ne vous servez pas bien, oui, vous n'êtes pas un bon Camerounais. Parce qu'au village, il y a déjà OJRDPC, ou FRDPC, ou je ne sais pas quel ORDPC, qui vous attend pour pouvoir acclamer, vous venez avec les kilos de maquereau et je ne sais trop quoi. Dans quel pays au monde où on nomme un Camerounais, où on nomme un individu, au lieu de se préoccuper de ce qu'il doit faire, il se préoccupe plutôt de ce qu'il doit, de l'image qu'il doit donner à son chef. Parce qu'il faut montrer à son chef qu'on travaille bien. En faisant comment? En donnant de l'argent. C'est-à-dire que, je prends un exemple, une NPC qui est quelque part assise, il faut que la directrice qui est dans son école commence à réfléchir. Je veux me donner combien à l'inspectrice pour que j'ai de bonnes grâces. L'inspectrice se pose la question, je fais comment pour voir, pour que le départemental de mon secteur me regarde bien. La départementale demande mon chef de service. Vous voyez, c'est échelonné. Et cette attitude va de la base au sommet. Et c'est où j'ai parlé d'un régime kleptocrate. Où en fait on vole pour pouvoir satisfaire son chef. Parce que vous n'avez pas les moyens, votre salaire ne vous donne pas les moyens pour pouvoir donner des grâces à votre chef ou donner le carburant. Même qui vous dit que quand un sous-préfet vient rendre visite à une école, on va donner le carburant du sous-préfet. C'est son job. C'est une pratique qui est devenue ritualisée. C'est une pratique qui est devenue comme un rituel, chaque école. C'est-à-dire que le chef de terre arrive, on fait l'enveloppe du chef de terre. Mais attendez, c'est quand même alarmant. Le carburant du chef. Le carburant du chef. Si l'inspectrice annonce que voilà, je vais descendre dans une école primaire, c'est tous les responsables vont dire on fait comment pour que madame soit à l'aise ou monsieur soit à l'aise. Mais c'est quand même, je ne sais pas comment ça se passe. Dans les établissements secondaires, c'est grave. Lorsqu'un proviseur est assis, parce qu'on a nommé le proviseur, il faut qu'il commence à dire je fais comment pour que le ministre sache que je suis. Pour être nommé au lycée Leclerc, c'est pas n'importe qui, hein. Pour être nommé au lycée de Baladeux, c'est pas n'importe qui. Il faut chausser les gants. Il faut que vous ayez les grâces du ministre. Il faut que le ministre sache c'est l'enfant, c'est qui même qui est nommé à tel ou tel. Mais nous sommes dans quel pays où votre CV ne peut pas parler de lui-même? Où vous ne pouvez pas dire que moi j'ai été, j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de CV. Quand on sait qu'il y a un jeune gars qui est sorti de l'ENAM, directement il a été nommé quelque chose, quelque part. Directeur général de l'ENAM. On sait, quand on sait ça. Et on sait qu'il y a aussi les faux diplômes dehors. Mais ils ont même tous ces faux diplômes. C'est-à-dire que ce pays est un pays du faux. Où le faux est devenu comme une norme. Si vous ne faites pas le faux, on va vous dire, vous prenez pour qui? Pour Jésus. On va vous balayer très vite. On va vous envoyer à Djakiri. Allez là-bas faire ce que vous avez fait avec cela. Parce qu'on a l'impression que quand vous êtes même en bourse, vous ne travaillez pas bien. On devrait plutôt encourager tous ceux-là qui se lèvent et qui partent travailler dans des brousses. C'est-à-dire que moi, j'ai pensé à une chose, le temps nous prend la gorge. Oui. Normalement, lorsqu'on nomme quelqu'un dans une ville très lointaine, c'est-à-dire qu'à l'est ou à l'extrême nord, on devrait prévoir un groupe électrogène, parce qu'on sait qu'il n'y a pas, des moyens pour pouvoir un filtre à eau ou un solaire, du moins qu'il aille là-bas avec un kit et qu'on dise que tous ceux-là qui sont nommés dans les périphéries puissent avoir 10% en plus sur les salaires. Vous allez voir comment le monde va se vider. Oui, tout le monde va chercher à aller ailleurs. Ou on dit que tous ceux qui sont ailleurs, si vous verrez que vous travaillez, voilà ce que l'État vous offre. Seulement pour ceux-là qui partent dans les périphéries. Ça va encourager alors que les gens se lèvent et partent travailler avec abnégation, avec amour. Mais lorsqu'on vous dit que quand vous partez, vous avez le même salaire que celui qui est à Yaoundé. Vous n'avez pas les frais de transport. Vous n'avez rien. Vous, là-bas, il n'y a même pas d'eau, il n'y a pas de lumière. Mais tout le monde va vider pour venir rester à Yaoundé. Et donner 10 000 à l'inspecteur pour rester là. Ou donner 100 000 au ministre pour rester là. Et quand vous allez même loin, c'est pour quel salaire? C'est pour quel salaire? Quelqu'un à 90 000, on l'affecte à Tcholisé. Et il doit venir toucher à Yaoundé. À Yaoundé. Et non seulement ça, celui qui est à Yaoundé même,
Non seulement il se bat pour se maintenir, il y a les répétitions et il y a 4 enseignants dans une même salle de classe. Quand vous êtes un enseignant pour tout un cycle, dites-moi, et quand Atanakuna est reçu vraiment de Dieu, dites-moi si les enseignants là ne vont pas encore crier ODS, ODA. Ils vont doubler seulement demain. Parce qu'ils vont se poser la question, nous alors, pour nous quoi dedans? Quand les infirmiers sont là, ils réclament seulement les intégrations et qui ne sont pas intégrés. Et quand on reçoit Atanakuna, quelle est l'image qu'on donne? Vous allez seulement mourir, vous allez vous piquer avec les injections là, fatigués. Alors, dernier message pour chacun d'entre vous, Georges Pafououndi. Je vais permettre à chacun d'entre vous d'envoyer le message à la présidente de la République qui est la haute autorité de l'État par rapport à cette image qui a circulé cette semaine et qui a offusqué plus d'un. Je ne sais pas comment ils vont organiser leur communication pour s'en sortir, pour laver cette salissure-là, mais il est urgent que quelque chose soit fait et qu'une explication, même bancale, parce que bon, comme moi je dis, quel que soit le bout par lequel on le prend, c'est une faute, mais au moins qu'on nous dise quelque chose qui puisse nous rassurer, nous Camerounais, de voir qu'un prévaricateur reconnu de la République a été reçu dans le sein des saints. Alors, Vincent Rochelle de Mambarga, quel est le message que vous envoyez à l'institution de la présidente de la République? Oui, l'institution de la présidente de la République, je voudrais leur dire, tout au moins, d'essayer d'être sérieux et transparent dans les actions publiques qu'ils mènent. Parce que, au demeurant, c'est le miroir de tout un peuple et que, naturellement, ce qui s'y passe intéresse tout le monde. Nous ne voudrons pas assister au déclin de l'État tel que les acteurs sont en train de vouloir l'organiser, parce que tout est fait pour provoquer la population, pour que pour qu'il y ait une révolution de masse, alors que nous avons voulu construire toute transition ou toute alternance dans un couloir pacifique, que nous luttons pour que les élections soient crédibles et transparentes et que naturellement les uns les autres aient une idéologie et un programme pour construire ce pays. À voir comment la présidence réagit, c'est effectivement faire promouvoir ce qui contribue au pourrissement de la République, et ça nous saurons l'accompagner, sinon il aura tout le Cameroun à dos. Alors, vous avez le Clément Sinzé, vous avez également le quel message faites-vous parvenir à la présidente de la République qui a été profanée, fouillée et annihilée? Il était que dans un pays, tout ce que nous sommes, c'est la paix. Tout ce que nous rêvons d'avoir des exemples, des modèles. Tout ce que nous voulons, c'est qu'un pays se forge et que tout cela qui ont des ambitions politiques, d'autres ambitions, puissent être regroupés. L'État, quand le gouvernement en place, s'assurer au moins de pouvoir les désenclaver, c'est tout ce qui libérer le pari, de quitter le parti, parce que autrement, il n'y a rien à faire. J'ai faiblesse pendant 40 ans. Ils ont montré qu'ils ne peuvent plus, qu'ils peuvent quelque chose. Voler, oui, ça c'est ça. Puisque nous avons les Camerounais, je salue les taximans voilà, qui me disent non, négociant tout c'est bien. Donc, déjà, je salue tous les taximans et je leur dis il faut avoir beaucoup de courage, il faut s'armer de beaucoup de courage quand les choses vont changer. Oui, mais nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons dénoncer avec la dernière énergie. Nous espérons que ceux-là sont face, sont parce que nous allons toujours lever bonne humeur et nous allons faire ce qu'on appelle l'éveil des consciences. Ce pays, c'est notre pays. Nous n'allons